Et alors à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve dans ce petit épisode à l'approche de la fin de l'année. On va parler ici un petit peu de ce qui s'est passé ces dernières semaines en bourse, la volatilité qu'on a eue, prendre un petit peu de recul et faire un petit débrief. On fera ensuite le bilan de l'année 2024 dans la vidéo de dimanche et la dernière vidéo de l'année, donc la semaine prochaine, sera sur les objectifs pour 2025 en bourse et sur la chaîne. On va donc essayer de bien finir l'année avec ces 3 vidéos sur YouTube. Dans cette vidéo, on va revoir des points que j'ai déjà évoqués ces dernières semaines ou ces derniers mois et l'objectif c'est un petit peu de récapituler tout ça ensemble. Comme je vous le disais, c'est une petite vidéo tranquille de fin d'année. Alors en ce moment, je profite du coup de cette période pour prendre du recul et je travaille sur plusieurs titres et plusieurs secteurs, certains que j'ai déjà évoqués d'ailleurs sur la chaîne ces dernières semaines. Et on va d'ailleurs plus en parler en 2025. Déjà, je travaille beaucoup sur les secteurs où on a des révolutions dans tout ce qui est le monde industriel. On a souvent parlé sur la chaîne de l'automobile qui subit beaucoup de changements, mais on a aussi les modes de transport, l'énergie, et il y a plein d'autres secteurs industriels qui sont en train de changer. Pensez aux entreprises qui sont dans la fonderie contre les entreprises par exemple qui font du matériel électrique. Évidemment, on a des gros mouvements dans les secteurs et j'ai envie de m'intéresser de plus en plus à ça. Il y a aussi tous les changements que l'on a en ce moment dans l'intelligence artificielle. Donc là, on pensera par exemple aux entreprises qui font des cartes pour le calcul en intelligence artificielle. Vous avez Nvidia qui est connu, AMD dossier sur lequel je travaille en ce moment pour essayer de comprendre pourquoi l'entreprise n'a pas connu la même hausse que Nvidia. Vous avez aussi SMCI dans le même style. Et d'un autre côté, je regarde aussi tout ce qui est les applications concrètes, quelles sont les entreprises qui vont profiter des évolutions en intelligence artificielle, mais plutôt du côté logiciel. On pensera par exemple ici au logiciel type ChatGPT, mais aussi à la conduite autonome, à la gestion par exemple des stocks dans l'industrie avec Palantir qu'on avait couvert beaucoup sur la chaîne à l'époque, etc. Et enfin, vous avez des secteurs plus généraux auxquels je m'intéresse beaucoup dans cette fin d'année, comme par exemple la distribution. Vous savez que pendant longtemps j'ai suivi Amazon, j'avais failli l'acheter à l'époque mais elle était un tout petit peu trop chère, j'aurais peut-être dû puisqu'elle s'est bien appréciée en bourse, mais en même temps c'est pas grave, je suis exposé dessus via des ETF et je continue à suivre ce genre d'entreprise. Vous avez dans la distribution et dans la santé aussi par exemple les pharmacies qui subissent beaucoup de changements en ce moment. Vous savez que sur la chaîne on a investi pas mal sur IMSS et évidemment toutes les banques de la même façon. J'ai beaucoup investi sur SoFi à l'époque et en ce moment je regarde d'autres entreprises qui sont en train d'apporter du changement dans les banques. Vous avez New Holding par exemple au Brésil, mais je regarde aussi tout ce qui se passe au niveau des monnaies fiduciaires, de l'or, des matériaux précieux, des cryptoactifs, etc. Donc c'est vraiment un secteur qui m'intéresse aussi. Ensuite, pour revenir un petit peu sur la forte baisse qu'on avait évoquée il y a de ça 10 jours suite aux annonces de la Banque centrale américaine, et vous voyez qu'ici on avait fait sur une journée par exemple moins 3,6% sur le Nasdaq, et bien il s'avère au niveau de mon pointeur en bas à droite ici que toute la baisse a été pratiquement reprise et le Nasdaq sur un mois est à presque plus 5%, et donc encore une fois on était sur des peurs court terme comme d'habitude. Ça, c'est quelque chose que je répète régulièrement, mais c'est tellement important. Et oui, on a de la volatilité en fin d'année, entre les prises de gains et de pertes pour des raisons fiscales, chose que d'ailleurs je fais aussi, et c'est fait dans le portefeuille. Aussi les institutionnels qui se repositionnent dans leur portefeuille pour avoir des fonds qui vont plaire l'année prochaine d'un point de vue marketing, c'est du classique. Rappelez-vous les fins d'année qu'on a eu aussi en 2022, 2023 par exemple, on avait eu beaucoup de volatilité. Je profite aussi de cette fin d'année pour prendre du recul. Ce qui est amusant, c'est qu'on a eu des mouvements aussi bien sur des petites que des grosses capitalisations boursières. Vous avez ici Google qui nous a quand même fait un moins 5,38% en 2 jours, alors que sur 5 jours, on est à la hausse. Et vous avez dans des plus petites entreprises, par exemple SoFi, qui nous a fait un moins 13% sur 2 jours. Et au final, sur 5 jours, on n'a fait que moins 4,93%. Et ce qui est amusant, c'est que là, depuis 2-3 jours, je ne m'étais pas trop connecté au courtier, puisque je suis occupé, c'est la fin d'année. Et au final, ça n'a rien changé le fait que je regarde ou pas le téléphone. Si je regarde assez loin, si je dézoome, ça ne fera que des micro-mouvements si je regarde sur plusieurs années de possession en portefeuille de ces titres et de bien d'autres titres. Ce qui me fait aussi dire que les émotions, ça fait partie de nos pires ennemis, puisque ici, vous avez en bleu les volumes d'entrée et de sortie sur des fonds S&P 500, et en gris, vous avez la hausse du S&P 500. Et si vous regardez à chaque fois, les points d'entrée se font globalement dans les hausses, et les points de sortie se font, eux, surtout dans les points bas. Donc, ce n'est pas parce qu'un indice monte que les investisseurs, eux, vont gagner, parce que ils vont bien souvent rentrer et sortir au pire moment. Et vous savez ici que je prône l'idée de ne jamais rater les meilleures journées en bourse.
La preuve en étant, si vous regardez, si on a raté les meilleures journées de cette année, eh bien on a raté le plus 26% sur le S&P 500 si on est sorti ne serait-ce qu'une journée par exemple à un mauvais moment, alors que si on avait pris des actions au 1er janvier et qu'on a conservé toute l'année, on a bien eu nos 26%. Le Nasdaq, on a fait presque plus 29%. Sur le portefeuille, on a eu une année exceptionnelle, mais je vous ferai un débrief, comme je vous le disais, très bientôt sur la chaîne. On voit ici que globalement, on a fait entre plus 80 et plus 90, 95% selon les jours où on regarde. Évidemment, il y a de la volatilité, mais c'est une année exceptionnelle. Il faut savoir la célébrer et ce ne sera pas comme ça tous les ans. Cependant, eh bien, tant mieux. Et on récolte toutes les difficultés qu'on a eues en 2023 tous ensemble à acheter des titres dont personne ne voulait et aujourd'hui les gens veulent les acheter puisqu'ils sont revenus à la mode alors qu'à l'époque ils étaient clairement sous-valorisés d'après nos analyses. Et on a le CAC 40 qui est revenu pratiquement sur du surplace sur un an, mais bon, ça nous impacte assez peu sur la chaîne. Vous savez que je n'ai jamais touché au CAC 40 personnellement. Et cette volatilité, sachez qu'elle peut bien continuer. On a le changement de gouvernement qui arrive aux États-Unis le 20 janvier. On a beaucoup de tensions géopolitiques, la politique en Europe aussi. Bien évidemment aussi tout ce qui est monétaire avec les banques centrales, l'immobilier qui a des difficultés. Donc voilà, il se passe beaucoup de choses, les économies aussi qui souffrent. Et malgré toutes ces peurs, je n'essaie jamais de trader le marché sur le court terme. Je le répète souvent ce mot, Tina, there is no alternative. On a quoi comme alternative à l'investissement? Je me répète beaucoup sur cette fin d'année, mais c'est très important. Pour moi, la direction à venir, elle est claire sur la dette des États, sur les taux, sur l'impression monétaire et les monnaies fiduciaires, ce qui va se passer sur les prochaines années. Et je n'ai pas le choix que d'être en actif. Sinon, je fais quoi de cet argent? Je le garde sur des comptes en euros ou en dollars et je le laisse souffrir. Je vends tout par peur et ensuite je rachète plus haut parce qu'au final j'ai été émotionnel. Non, personnellement, mon avis il est tranché, je conserve des actifs et quand vous voyez ce que les actifs ont fait depuis plusieurs années, heureusement que j'avais des actifs parce que clairement le patrimoine a explosé. Et si vous regardez les secteurs publics et les dettes des gouvernements, eh bien on est en déficit permanent sur les États, ici par exemple aux États-Unis, en zone euro et au Royaume-Uni, et les dettes continuent de monter. Donc pour moi la tendance est claire, les taux ils ont commencé à baisser, ça va continuer, on a beaucoup de difficultés et je me dois d'être investi. Je voulais aussi vous rappeler que les marchés haussiers peuvent être longs. Les marchés baissiers sont difficiles à traverser, mais ils sont généralement, en tout cas historiquement, moins longs que les marchés haussiers. On vient de commencer un nouveau marché haussier. Quand on l'a attaqué en 2023, on ne le savait pas. On sortait de 2022 qui a été très dur et aussi début 2023 où on a fini la baisse. Personne ne voulait acheter. Je vous rappelle que Google était mort à cause de ChatGPT, que le patron de Meta était devenu fou. Nvidia, on n'en parlait pas encore. Je vous parlerai même pas de Tesla. Alors qu'à l'époque, on l'achetait massivement, Google, SoFi, bref, vous connaissez l'histoire, IMS, etc. Et évidemment, les ETF, des crypto-actifs, on a beaucoup acheté à l'époque. Et maintenant qu'on est sur les plus hauts historiques et qu'on pourrait se dire « Oh, il est temps de vendre », moi, je regarde le marché haussier et je me dis que l'histoire n'est peut-être pas finie, surtout si on regarde ce qui s'est passé historiquement, et je vais donc clairement rester investi. Si ça rebaisse, je pourrais acheter plus, et si ça hausse, je serai extrêmement bien positionné dans ce marché haussier. Comme toujours, je privilégie la taille des positions dans mon portefeuille à avoir optimisé un prix de revient unitaire aux petits oignons afin de flatter mon ego et de dire moi je l'ai payé moins cher qu'un autre. Je préfère avoir des centaines d'actions d'une entreprise avec un prix un petit peu plus élevé en moyenne que d'avoir 2 ou 3 actions contre des centaines avec le point bas absolu et le meilleur prix de revient unitaire. Les pourcentages m'importent peu, ce qui m'importe c'est le pourcentage global de croissance sur le patrimoine le plus gros possible parce que c'est ça qui va me faire gagner en choix et en liberté dans la vie sur le long terme. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. C'était un petit récapitulatif de plusieurs points qu'on a pas mal traités cette année et je voulais les regrouper avant de faire en fin de semaine le bilan 2024 et ensuite les objectifs et tout ce sur quoi je vais travailler en 2025. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite.